Bonsoir. J'ai moins de succès que le BDE, mais quand même, merci pour les applaudissements. Au nom de la directrice générale de l'école, Marie-Christine Chalut, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette soirée conférence. Vous pouvez l'applaudir, votre chef. Elle aurait bien aimé être là ce soir, elle est encore en mission, en déplacement, donc elle m'a chargé de vous donner un petit mot d'introduction, d'ouverture, pour dire le plaisir que nous avons ce soir d'accueillir notre conférencière, notre binôme de conférenciers, sur un sujet qui, paraît-il, traverse un peu la jeunesse en ce moment, la quête de sens, des choses comme ça, la démocratie en entreprise. Au passage, le sens, n'attendez pas qu'on le trouve pour vous. Travaillez-y un petit peu, mais on va vous aider. On est là pour ça. Donc, au nom de Marie-Christine Chalut, bienvenue à cette conférence qui s'inscrit dans un cycle qui n'est pas la première du genre. Il se trouve que nous avons pris les rênes de cette école en septembre 2023 et l'une des premières actions à avoir été mise en place, sous l'impulsion de Valérie notamment, ça a été de lancer ce cycle de conférences, dites Grande Conférence de l'IAE Lyon. La raison est assez simple, nos missions sont assez connues, enseignement-recherche au sein de l'université, mais nous avons un rôle à jouer, en tout cas c'est l'ambition que nous portons au niveau de cette école, bien au-delà des murs de ce campus. L'ouverture est l'un des 5 mots-clés qui correspond aux valeurs que nous affichons pour l'IAE Lyon. Préparer les esprits audacieux à transformer le monde, ça n'est rien d'autre que la mission que nous nous sommes assignée. Les esprits audacieux, c'est vous. Nous un peu aussi, on essaye. Préparer les esprits audacieux à transformer le monde. Cette mission-là, il faut l'alimenter, il faut la nourrir. Et ce type de conférence, et je salue la présence des étudiants notamment, ce soir présents dans cet amphi, ce type de conférence vise précisément à alimenter votre réflexion sur la place, le rôle que vous serez amené à jouer dans le monde qui vient, parce que vous avez un pouvoir énorme, c'est que les règles du jeu, vous allez pouvoir en partie en décider et peser sur l'organisation du monde qui vient. Alors, pas tout seul, d'accord, pas individuellement et isolément à notre petite échelle, mais vous allez voir que collectivement, on peut arriver à faire des choses. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau à la direction de cette école. On espère que vous allez pouvoir profiter d'un temps de conférence inspirant et qu'il va pouvoir, en plus des cours, en plus des échanges que vous avez, du travail que vous portez au sein de vos associations, Madame la Présidente, je vous salue quand même, bonsoir. J'en profite, on ne se voit pas souvent. Donc voilà, prenez tout ce que vous pouvez prendre ce soir et participez, et surtout, faites un retour à ce que vous allez entendre. Et interagissez, parce que c'est votre parole aussi qui compte, et c'est votre échange, et c'est l'échange qu'on pourra avoir avec vous, qui nous intéresse aussi, parce qu'il va nous nourrir, nous aussi, soyez-en sûrs. J'avais dit que je ne serais pas trop long, je commence à dériver, donc je vais m'arrêter tout de suite. En passant la parole à Valérie Revest, qui, parmi d'autres collègues ici, porte ce dispositif, avec Grégor en particulier. Mais je vais te laisser compléter. Bonne soirée à toutes et tous. Bonsoir, je vais être brève. À mon tour aussi, juste dire un mot sur l'objet de ces grandes conférences. L'idée, c'est chaque année une thématique, un défi sociétal qui n'est pas forcément directement lié dans des cours que vous avez, mais qui est un peu plus large. Et l'idée, c'est aussi de faire circuler la connaissance et d'inviter des chercheurs, de stimuler la réflexion sur ces grands enjeux sociétaux. Et donc, je suis ravie. Alors, cette année, c'est sous l'impulsion de Grégor Bouville qu'on est allé sur capitalisme et démocratie, donc grand sujet. Et dans ce cycle de conférences, aujourd'hui, donc Grégor va vous présenter plus précisément donc la thématique sur entreprise et démocratie. Mais je veux d'abord remercier l'équipe qui organise ces grandes conférences avec Grégor, également Joachim de Paoli et Édouard Couetou, qui a été actif aussi aujourd'hui. Et donc Grégor va nous présenter pour
pour aussi la nouvelle venue donc d'un petit spectacle introductif, petit parce que ça va être voilà, ça a une certaine durée, mais je pense que ça va tous nous stimuler beaucoup. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne conférence surtout. Alors bonsoir à tous. Je prends le relais de Valérie. Et donc cette conférence s'inscrit dans le cycle des grandes conférences données par l'IAE et a pour titre, vous le voyez ici, Bien-être au travail, pourquoi le discours public délaisse la démocratie. Donc vous verrez que la thématique qui va traverser cette conférence et la table ronde qui va suivre tourne autour de l'introduction de la démocratie au travail, ses enjeux et ce qu'elle pourrait apporter au bien-être des salariés. Alors, cette conférence sera introduite par la compagnie théâtre Les Illuminés de Lyon. Nous aurons ensuite la chance d'entendre la conférence de Miranda Richmond-Mouillot. Donc, Miranda est autrice, scénariste et traductrice. Elle travaille actuellement sur une BD sur la vie d'Antonio Gramsci. Elle est diplômée d'histoire de l'Université d'Harvard. La conférence sera ensuite suivie d'une table ronde à laquelle participeront Manon Michal et Joachim Pinochet, qui sont tous deux doctorants au Centre de recherche Magellan de l'IAE de Lyon. Donc je laisse la parole à Miranda donc pour cette conférence introductrice. Pardon, la troupe. Je suis allé un peu trop vite, pardon. Donc, la troupe, la compagnie théâtre Les Illuminés de Lyon, donc, qui va produire un spectacle donc, pour introduire cette conférence. Allô? Ah, voilà. Oui. Bien, bonsoir. 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 Alors, bonsoir. Je m'appelle Pierre Rocher. Je suis donc PDG de l'entreprise de matelas Plumard. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. Je suis une entreprise de à peu près 500 personnes. Et je viens vous parler du parcours démocratique que nous avons décidé de mettre en place dans l'entreprise. Je suis accompagné de... écoutez, je vais vous laisser vous présenter. Et merci, je m'appelle Justine Ballan. Je suis responsable au sein de DPRH. Oui, alors la DPRH, c'est la direction des personnes responsables harmonisées. Voilà, ça dépend de la DRH, bien évidemment. C'est une structure que nous avons créée dans le cadre de la démocratisation en entreprise. Jocelyne, vous pouvez aller me chercher un café, s'il vous plaît? Bah non. Merci. Avec de sucre, hein, bien évidemment. Bon, dans le cadre du parcours démocratique que j'ai voulu au sein de l'entreprise, la première chose que nous avons développée, c'est justement l'écoute des collaborateurs, hein, oui, bien évidemment. Écoute. La consultation des salariés pour des questions importantes, n'est-ce pas, ma chère Martine? Justine. Oui. Alors, oui, nous avons envoyé un mail à tous les salariés. Voilà, tout à fait. Alors, précisément... nous avons envoyé un mail à tous les salariés de l'entreprise pour leur demander leur avis sur les questions importantes de l'entreprise. Voilà. Salut Fanny. Salut Arnaud. C'est un bon week-end? Oui, pas mal plutôt, et toi? Eh ben écoute, cool. Je suis en travaux en ce moment avec la maison, puis avec les gamins. Oui. Timéo, puis la petite dernière, un peu compliqué, quoi. Ah oui. Et toi? Moi, c'est les puzzles, avec ma mère. Ah oui, c'est vrai que tu t'occupes de ta mère. Oui, voilà, c'est festif. Mais on a fini, 3000 pièces. Ah bah cool. Qu'est-ce que tu prends? Un café allongé, tiens donc. Très bien, c'est parti. Cling, cling. Avec du lait? Avec du sucre? Plouf. Merci. Je t'en prie. Ah. Tiens, je vais... J'ai pris un double. D'accord.
Tiens, tu prends pas du sucre? Non, je fais gaffe à mon cholestérol. Ah, tu vois, je viens de recevoir un mail. Tu sais, le fameux questionnaire. Ah ouais, là, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, cette fois, c'est sur environnemental. Les questions Ah, environnementales. Et alors, ça donne? Bah, je ne sais pas, je vais lire. T'as répondu au précédent? Bah, ouais. Ah, trop bien. Alors, tiens. Alors, la première question. Est-ce que vous souhaitez changer de marque de café dans la machine à café? C'est ça la question? Oui, il y a 3 choix possibles. Alors, Malango, Malango, Lavazza. café grand-mère. Donc ça, c'est la question du jour, quoi. Bah, Ça va faire c'est avancer, important quand Ah même. oui, Ou oui, tu aimes quoi? Moi, je suis plus Lavazza, moi. Lavazza? D'accord, Lavazza. Lavazza, Oui. Moi, je suis plutôt grand-mère. Tu sais, j'aime bien la chaleur. Et c'est quoi, il y a une autre question ou pas? Oui. Est-ce que vous souhaitez que l'on change la couleur de la salle de réunion? Ah bon? 3 choix possibles. Alors, tiens-toi prêt. Alors, vert olive, Ouais. vert bouteille, Ouais. vert Provence. C'est que du verre. Pourquoi il habille que du verre? Je pense que le nouveau directeur vient de Saint-Étienne. Ah, évidemment, je comprends mieux. Effectivement. Ouais. Alors, bien évidemment, grâce à cette consultation, mesdames, messieurs, nous avons ainsi, de manière démocratique, permis aux collaborateurs d'avoir un excellent café à la machine à café et une salle de réunion d'un verre olive du meilleur effet. Alors, n'est-ce pas, ma chère Martine? Justine. Oui. Oui. Alors, tout à fait, monsieur le directeur. Tout à fait, c'était très bon ce questionnement, mais j'aurais aimé ajouter que dans le cadre de la démocratisation, les collaborateurs attendent d'être de nouveau sollicités pour d'autres questions, par exemple les questions de bien-être au poste du travail. Oui, tout à fait, ma chère, ma chère Jocelyne. Alors, Justine. Oui. Alors, justement, dans le cadre de la démocratisation, nous avons mis en place un planning dynamique. Alors, qu'est-ce qu'un planning dynamique? C'est un planning qui va s'adapter en temps réel aux besoins des collaborateurs, tout simplement. À vos besoins. Fanny, tu m'entends? Oui, Arnaud, je t'entends, je te vois pas. Attends, bah, j'ai ma caméra. Là, c'est bon, là. Ah, tiens, je te vois. OK. Ça Mais va? tiens, Ouais. t'es quoi, t'es au bureau? Ouais, je suis au bureau, ouais. Mais tu dois être au télétravail. Alors oui, alors je t'explique. À la base, quand je suis parti hier, j'ai regardé mon planning et effectivement, je devais être au bureau. Ouais. Je me laisse matin à 7h, je reçois une notification mise à jour du planning. On m'a dit de rester en télétravail. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai annulé la babysitter parce que c'est pas la peine que je fasse venir la babysitter pour faire des économies. Et à 8h, quand je me connecte sur mon ordinateur, on me dit d'être au bureau. Donc, il a fallu que je m'adapte. Voilà. Maintenant, je suis au bureau. Timéo, embête pas ta sœur, s'il te plaît. Voilà. Hein? Et non, tu laisses, tu touches pas les dossiers de papa. Voilà. Et Rufus, tu restes là. Tu appelles ta fille Rufus? Ah non, Rufus, c'est le chien, ça. Ah. Non, j'ai pris mon chien aussi parce qu'en fait, si je le laisse à la maison, la dernière fois, il a bouffé le canapé. Alors. Ah oui, ça c'est pas top. Ah bah tiens. Quoi? Eh bah, ça tombe bien. Moi aussi, je suis au bureau. Je suis plus au télétravail. Ah bah super. Eh bah oui. Oh bah voilà. Bah, enfin, on pourra se parler. C'est clair, ça va plus vite. Parce que voilà, c'était quand même très bien cette idée tu vois. Ouais. Moi, je préfère directement venir au travail et faire télétravail. Ah bah c'est clair. Bon, Timéo. Parce que le planning. T'écris pas sur les murs. Non, t'écris pas sur les murs. C'est que ça sert à rien d'écrire papa sur les murs. Non, mais on écrit sur les murs les noms des gens qu'on aime. Ah oui, ça me parle, ça aussi. Oui. Oui, bon, t'écris pas sur les murs. Oui, je sais que la couleur, c'est pas joli. Je suis désolé, c'est vert olive. Écoutez, ça a été choisi démocratiquement par le directeur. Voilà, c'est ça. Maman, bouge pas. Il y a un infirmière, elle viendra te faire une piqûre. Dans 10 minutes, t'inquiète. Voilà. Ah oui, c'est avec ta maman. Bonjour madame. Oui, c'est Arnaud. Oui. Enchanté. Bon, Timéo, tu poses ce pistolet à eau et puis tu vas pas tirer sur la maman de... Non, on tire pas sur les personnes âgées. Allez,
Non, mais c'est quand même bien ce concept de télétravail au bureau. Ouais. C'est cool. Voilà, c'est le Tu principe. viens, tout est clair. Télétravail au bureau. Faut lancer l'idée. Alors, Alors, effectivement, c'est un vrai progrès démocratique, mesdames, messieurs, qui plaît beaucoup aux collaborateurs. Effectivement, cette adaptation du planning en temps réel, n'est-ce pas, Karine? Justine. Oui. Oui, alors c'est une très bonne idée. Mais peut-être on est allé un petit peu loin dans le principe de flexibilité du planning, parce que un petit peu loin dans le dynamisme pour le bien-être des collaborateurs. Alors justement, merci Evelyne. C'est le troisième Justine. point que je souhaitais aborder avec vous ce soir, le bien-être des collaborateurs dans l'entreprise. Il est très important, effectivement, pour moi, de prendre soin des employés de l'entreprise. Alors, c'est une raison pour lesquelles les managers dans l'entreprise ont été formés pour apporter du bien-être aux équipes. Salut Arnaud. Salut Fanny. Oui. Bon bah. Ce matin, c'est toi qui dois te charger des 10 minutes. Oui. Aujourd'hui, c'est. Attends, je regarde. C'est le bien-être physique. Ah cool. Alors Voilà. bon, j'ai pris toute l'équipe technique et toute l'équipe production qui est là. Tu vois, ils sont là. Bonjour. Salut. Salut. Est-ce que vous êtes bien? Ils sont chauds. Bien installés. 10 minutes d'échauffement. Très bien. Alors oui, ça va être ma première fois. Alors merci. Merci de m'applaudir. Je sais pas. Ça me fait du bien. Alors, ne vous inquiétez pas, les exercices sont très simples. On va commencer par le premier. On lève juste les mains en l'air. Voilà, allez-y, levez les mains, s'il vous plaît. On fait une grande inspiration. Alors faites-le bien parce qu'il y a une caméra. Hein, Monsieur Rocher vous vérifie. Si ça se passe mal, on va vous sucrer les chèques vacances et les chèques déjeuner. Hein, donc, Oui, tu ne parles pas trop parce que peut-être on est sur écoute. Alors, on fait grande inspiration. Voilà. Olé, 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 olé. Olé, C'est chaud, hein, olé, 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 bravo. Ah bien, bravo, là, ouais, super. Bon. Non, calmez-vous, c'est que le premier. Super. Premier exercice est fait. Bien. Alors, deuxième exercice, très important. Je vais vous demander de lever. Oui, maintenant de lever. Il faut vous lever là, effectivement. Oui. Non, c'est très important pour la bien. Oui, c'est important si vous voulez. Parce que. Vous voyez, dans l'entreprise, vous passez vos journées être assis et c'est très mal pour les chakras. Parce qu'il faut qu'on ouvre les chakras. Alors, prenez vos deux mains, voilà. Voilà. Alors, avec vos deux mains, on va faire une grande inspiration en faisant chakra. Voilà. Et on éjecte une mauvaise énergie de l'extérieur. Alors, à travers les chakras. Alors, on reste concentré, Daniel. Ouais. Jacqueline, vous restez concentrés, s'il vous plaît. Non, ne force pas, c'est la première fois. Ils vont apprendre à respirer comme ça. Alors, encore. Chakra. Chakra. Je pense qu'on est bon. Chakra. Fanny. On sait que tout va bien, excusez-la. Pardon. J'avais besoin un petit peu de... Pardon. Tout va bien. Un peu d'inspiration. Voilà. Et juste une petite troisième, dernier exercice. Oui, vous pouvez vous asseoir. Vous asseoir. Voilà. Maintenant, quand on a éjecté déjà des mauvaises énergies, voilà, je pense qu'on va maintenant se réunir et se harmoniser dans le câlin à soi-même. C'est important, des câlins à soi-même. Voilà. Prenez-vous dans votre bras. Touchez pas les voisins, s'il vous plaît. On n'est pas sur ce bien-être-là. Parti, allons-y. Voilà. Alors, on fait... Bien-être en entreprise, s'il vous plaît. Reste, ça va? Ça va. Ouais. Peut-être un peu trop efficace. Voilà. Est-ce que vous vous sentez soulagé? Ben oui. Ça me fait grave plaisir. Merci pour ce partage. Vous allez pouvoir retourner au travail et on se revoit demain pour la séance suivante. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, comment c'était? Eh ben écoute, pour ta première, bien. Oui, bien. Je trouve, demain, c'est à moi, normalement.
Oui, demain c'est à toi. Putain, Attends, je regarde le planning. Normalement, c'est le bien-être. Alors, je regarde le planning. Alors, on a fait le bien-être intellectuel Ouais. avec ça, c'était l'atelier ça de poésie. avec les ateliers poésie, ouais. Ouais. Alors, bien-être spirituel. C'est avec les chakras. Oui, voilà, j'ai repris un peu de chakras. Alors, il doit rester le bien-être environnemental. Oui. C'est quoi ça? Tu sais, on va descendre tous dans le jardin de l'entreprise et on va faire des câlins aux arbres. Voilà. Ok, j'aime bien l'idée. Ça fait bien aux arbres. Je sais pas d'ailleurs. On n'a pas questionné les arbres. Non. Non. Voilà. Alors, ah oui, demain c'est toi. Ouais. Alors c'est quoi moi? Tiens, c'est le bien-être sexuel. Là, il est. Non, pardon. Ah ouais. C'est mieux. Pas trop, non. Mais le. Mais en fait, il faut. Parce que c'est en groupe, là, c'est bizarre. Ouais, le point crucial, c'est j'en connais un ou deux quand même dans le groupe, là. C'est. Les deux là-bas, là. Ouais, c'est ça. Ok, au cas où tu t'improvises. Voilà. Ouais. Mais, ok, et Bah écoute, je ferai ça demain, hein, on verra bien ce que ça donne. Oui, d'ailleurs, demain, je viendrai pas. J'ai besoin de récupérer les enfants. Je voulais te demander, pour la préparation, tu peux me filer un coup de main? Non. Bah, tu peux me filer... Tiens, on peut préparer. Non, mais sérieux. Allez, je t'ai quand même payé un café, tu bois faire un effort. Non, t'es lourd. Voilà, alors... Voilà, et une oui. deuxième... Oui. Quoi? Voilà. C'est là. Je m'y retrouve. Hein. Attendez, je me retrouve dans mes fiches. Alors, donc, je disais, je me trompe de page. Voilà, vous c'est voyez, là. Oui, c'est là. C'est pour le... Alors, on peut dire qu'effectivement, la mise en place du protocole bien-être dans l'entreprise, bien apporté ses fruits, vraiment. Oui. On sent que les gens se sont quand même bien rapprochés les uns des autres. N'est-ce pas, ma chère Karine? Justine. Oui, Justine. Oui, on est d'accord. Oui. Alors oui, vous voyez, dans une certaine mesure, on peut dire que c'était... Effectivement. Alors, merci, Evelyne. On va s'arrêter là, parce qu'effectivement, le temps qui nous est imparti est un terme... Justine. Oui, Justine. Justine. C'est pas compliqué. Oui, c'est... Justine. Oui, j'ai entendu, c'est juste. Alors, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui parle. Je vous en prie. Mais c'est n'importe quoi. Je suis désolée, mais c'est n'importe quoi. Votre mise en place de bien-être dans l'entreprise. Mais, vous avez donné quoi comme choix? Le choix du café? Oh mon Dieu! Oui, et les murs sont en verre. Moi, j'aime bien vert canard, par exemple. Ah, mais c'est plutôt bleu. Quoi? Ça n'existe pas, vert canard, c'est bleu canard. Alors, non. Non. Et d'où vous avez sorti? D'où vous avez sorti ce quoi? Bien-être sexuel? Mais on a 14 grossesses. Ah mince. Pendant 3 derniers mois. Ah oui, mais il paraît qu'il faut faire des enfants en ce moment, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport de... Et en plus, est-ce que vous avez lu le livre qui parle directement à propos de démocratisation dans l'entreprise? Et patron? Et patron. Si, j'ai lu. Et patron. Si, j'ai lu la 4e de couverture. Alors, bon, je vais prendre des choses en main. Alors maintenant, on va lire ensemble. Hein? Vous allez lire quoi? On va lire le bouquin. Je vais vous lire à voix haute pour que ça rentre. Ah ben non, mais c'est pour ça j'ai du genre... Alors, chapitre 1, un gros problème, vous restez là. Pas taper, hein, pas taper. Je vais y aller. Il est des surpuissances... Non, moi je vais avec vous. Il est de surpuissance dans genre... Non. Alors, nouveau tentaculaire, donc influence se répand aujourd'hui. Non, je peux pas, j'ai rendez-vous. Je vous dis que j'ai rendez-vous. Non, vous restez là. Laissez-moi tranquille, je dis que j'ai rendez-vous. Très bien.
Bon, Et bah, il est voilà. vivant, tout va bien. Voilà, Ah. j'ai rien touché. Personne ne Alors, vient, parce maintenant- que sinon on va faire la conférence à la place des... Non, maintenant, non, toi, tu sors. Alors, voilà, c'est bon. Maintenant, merci pour votre écoute. Merci de nous avoir invités. C'est bien, j'aime bien Oui, voilà, je pense. cet rapport de force, pour une fois. Pour la révolution dans l'entreprise, alors nous, on ne sait pas bien parler. Par contre, il y a un superbe bouquin. Et j'espère que l'autrice de ce livre, voilà, qui nous a inspiré à pas mal de conneries, va vous inspirer à plein d'idées incroyables. Et j'aimerais bien je pense que maintenant, c'est à vous, à Miranda. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà. Peut-être prendre le micro. Hop, attendez. Je vais vous donner le micro. 1, 2. Je vous laisse. Alors, oui. Super, oui, merci. Donc le bip, est-ce qu'il marche? On va peut-être vous mettre, remettre de l'autre côté, que vous ne soyez pas devant le... Je sais pas, ce que vous voulez. Ça va? Tout le monde voit l'écran? Je peux me déplacer si nécessaire. Pas déranger. Merci. Oui, je me suis même posé la question de est-ce que j'allais faire un exercice de bien-être avec vous, mais vous l'avez fait, Vous c'est l'avez fait, parfait. ouais, Vous êtes parfait. Vous pouvez parce qu'ils sont chauds. Oui, je pense qu'on peut y aller là. Non, on va plutôt parler du bien-être. Merci de m'avoir invité. Merci Gregor pour l'introduction. J'aime bien dire, le journaliste Christian Chavagneux a décrit ce livre comme un olni, un objet littéraire non identifié. Et je trouve que ça lui va bien et que ça me va bien aussi. Je suis un objet littéraire non identifié. Et donc, ce que je vais vous dire, j'ai plein de statistiques que j'ai pris de l'INSEE, de la DARES, de l'INRS, de la Wage Indicator Dataset, du Centre d'études de l'emploi, de McKinsey, de l'OCDE. J'ai plein de références. Vous pouvez me poser plein de questions sur les références après, même m'envoyer des mails. Je suis à Nolny et en plus, on n'est pas en cours, donc je ne vais pas vous faire des diapos plein de statistiques et de références. Voilà. On y va. Je trouve qu'on a super bien démarré avec cette représentation théâtrale parce que je voulais démarrer par la grande démission, The Big Quit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Au moment de la pandémie, partout dans le monde à peu près, il y a eu une énorme démission. Tout le monde enfin pas tout le monde heureusement, mais beaucoup de gens ont démissionné de leur travail. En France, ça continue. Par exemple, l'année dernière, le nombre de personnes qui ont spontanément démissionné de leur travail, y compris en CDI, a augmenté de 7% par rapport à l'année d'avant. L'absentéisme est un gros problème au travail. Il y a une grande pénurie de travailleurs. Vous avez peut-être entendu parler de la grande pénurie de travailleurs. Évidemment, il y a des facteurs conjoncturels, mais quand même... Et aussi, je voulais dire que souvent, on pense à des postes moins qualifiés, mais tous ces phénomènes dépassent ce cadre. Ça touche des ouvriers dans les industries graphiques, les pharmaciens, les médecins, les conducteurs de travaux, les experts en informatique. Donc ça touche vraiment tout le monde. Et en plus, près de la moitié des Français disent qu'ils n'aiment pas leur travail, qu'ils ne sont pas satisfaits au travail. C'est énorme. Alors, souvent, on donne deux explications à ce chiffre. On râle, on est français, on râle, et on a la flemme. Voilà. Mais, en fait, en réalité, les Français mettent une importance énorme dans le travail, plus que beaucoup de pays européens. Ils ont plus tendance à travailler quand ils sont malades. Par exemple, j'ai été frappée d'apprendre récemment qu'en France, 37% des salariés vont au travail même quand ils sont malades. Et ce chiffre dépasse de 10% les pays voisins.
C'est quand même énorme. Donc les Français, ils aiment leur travail, ils travaillent même quand ils sont malades et peut-être même quand ils sont morts. Voilà, on est là. Les Français et les Françaises et les travailleurs partout dans le monde sont malheureux pour des raisons bien réelles. Et donc là, je vais parler de la France précisément. En France, on est moins écouté, on est moins surveillé, on est plus surveillé, pardon, et on vit bien plus de pénibilité, que ça soit psychique ou physique, dans notre travail, que nos collègues en Europe. Donc là, j'ai mis Zola, qui est dégoûté. On est à Lyon, j'aurais pu mettre les canuts, pardon. Alors, après tout, pourquoi aller au travail si c'est tellement nul? Pourquoi on va au travail? Pourquoi on continue à travailler? Et on donne... Je dirais que, grosso modo, il y a 2 raisons d'aller au travail, 2 catégories de réponses à cette question. La première est la dimension instrumentale du travail. Je vais au travail parce que j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de gagner un salaire. Et la deuxième est ce que j'appelle la dimension expressive du travail. C'est-à-dire que le travail est un lieu qui me permet d'exprimer une partie de moi-même, qui me relie à mon identité individuelle, collective, qui donne du sens donc à ma vie et à qui je suis et à comment j'évolue dans le monde. Donc pour explorer plus cette question, ma co-autrice Isabelle Ferreras, elle a beaucoup exploré cette question. Elle a commencé par quelque chose qui s'appelle The Wage Indicator Dataset. C'est une sorte d'énorme enquête qui a interrogé, alors à l'époque de son étude, plus de 50 000 personnes dans une trentaine de pays sur le pourquoi. Pourquoi vous allez au travail? Donc, sans surprise, tout le monde, à tout niveau de la hiérarchie, tout niveau de salaire, a répondu par la raison instrumentale. Je dois travailler pour gagner ma vie. Et en même temps, a donné la même importance à des questions expressives liées au sens de leur travail. Dans tous les cas, partout dans le monde, ils ont donné le même degré d'importance au sens de leur travail, à la dimension expressive. Donc, je fais bien la différence. Il y a des dimensions expressives endogames, c'est-à-dire qui parlent de moi-même. Je me réalise, je réalise un projet, j'exprime le meilleur de moi-même, des choses comme ça. Ou une dimension expressive exogame, c'est-à-dire que je fais du bien aux autres, je suis quelqu'un qui sert soit mon entreprise, la planète, la société, etc. Mais dans tous les cas, il y avait une dimension expressive à leur motivation. Donc après, Isabelle, elle a voulu poser la même question sous un autre angle et vraiment en regardant en bas de l'échelle. Donc, elle est allée travailler avec et interroger des caissières de supermarché dans une grande chaîne en Belgique. Et elle a voulu travailler avec ces caissières parce que c'était possible, en quelque sorte, d'évacuer la question instrumentale. Parce que pour la majorité de ces caissières, elles avaient le même revenu en restant à la maison avec leur famille, grâce aux allocations familiales, qu'en venant au travail. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que même là, même quand la rémunération est faible, quand c'est un travail extrêmement répétitif et très peu reconnu, tout le monde mettait devant le sens de leur travail. Et pourquoi je parle de ça? Je pense que peut-être c'est extrêmement évident. Surtout dans votre génération d'ailleurs. J'ai appris récemment que 70% de personnes de votre génération trouvent que le sens de son travail est plus important que la paye. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ce chiffre ou pas du tout? Je ne sais pas. En tout cas, de manière assez générale, environ 80% des salariés
pensent qu'il est important d'avoir un travail qui a un sens. 70% disent même que le travail est la source principale de sens dans leur vie. Et 9 salariés sur 10, quand même, pensent qu'ils troqueraient une part de leur salaire contre un travail qui avait plus de sens. Ça me fait toujours penser à un philosophe qui s'appelle Charles Taylor, qui dit que cette dimension expressive du travail définit le travail. Parce qu'il y a plein de travail qu'on fait qui est non rémunéré. Là, dans le spectacle qu'on a vu, il y avait une collaboratrice qui s'occupait de sa mère et un papa. Donc, il y a beaucoup de travail non rémunéré. Et donc, Taylor dit que la définition du travail est toute chose qui nécessite de mobiliser, d'interpréter et d'adapter nos connaissances et notre savoir-faire, les exprimer, autrement dit, à travers notre subjectivité d'être humain. Alors, où est le bien-être là-dedans ? Je pense que déjà, vous voyez à quel point le sens est important, humainement et économiquement, dans le travail. Mais en fait, le sens est, je dirais, la principale source de bien-être au travail. Par exemple, la chance que vos employés vont quitter leur poste de manière spontanée augmente de 30% quand ils ne trouvent plus de sens à leur travail. C'est énorme. C'est pareil pour la dépression liée au travail, pour l'absentéisme. Le sens est crucial dans notre sentiment de bien-être au travail. Donc, en fait, ça a un tout autre sens quand on sait toutes ces choses-là. Donc, je dis pas, pour revenir à la dimension instrumentale, il est crucial d'avoir des salaires décents à tous les niveaux de l'échelle, mais ce que je veux dire, c'est que cela ne suffit pas pour le bien-être au travail. Bon, ok. Concrètement, qu'est-ce que ça peut dire ? Alors, souvent, comme on a vu, la face, je dirais, publique du bien-être au travail, ça va être ça, des séances de sophrologie, de méditation, peut-être du team building aussi. Et ce qu'on remarque dans ces approches-là, c'est d'abord qu'elles sont très axées vers l'individu. On va regarder l'individu. Et qu'est-ce qu'on peut changer ou pas dans l'individu ? Voilà, on peut le relaxer un peu, l'individu. On peut lui donner un sentiment d'être lié aux autres dans son équipe. Tiens, on peut regarder sa santé. Voilà, c'est important, la santé. On ne veut pas d'absentéisme, on ne veut pas de maladie de travail. Et évidemment aussi, les patrons, comme on a vu, ils sont conscients que c'est un problème. Donc, c'est un marché énorme, difficile à évaluer, mais aux États-Unis, on l'évalue à entre 4 milliards et 10 milliards de dollars par an, il y a quelques années. Donc, il y a plein d'exemples un peu horribles. Je vais prendre l'exemple de Whole Foods, qui est une chaîne bio, de supermarchés bio aux États-Unis, qui a eu la super idée d'indexer la réduction que les salariés recevaient sur les produits de Whole Foods à leur IMC, à leur indice de masse corporelle. Ouais, merci. Je peux citer d'autres exemples. La team building par la santé individuelle est très courante. Il y a des programmes, par exemple, liés aux appareils Fitbit. Donc, on a une récompense. Par exemple, si on fait plus de 10 000 pas par jour, ce qui est super. Sauf que, par exemple, moi, j'ai des gros problèmes de genoux. Donc, peut-être c'est plus difficile pour moi que pour les collègues. Ça pose certains problèmes. Et ça peut aller très loin. J'ai même vu une entreprise qui a un forum où les employés peuvent balancer des photos de leurs collaborateurs qui font des choses pas healthy, genre qui mangent une glace. Oui.
Bon, c'est des extrêmes, mais si je les cite, c'est pour tirer votre attention sur deux choses. D'abord, comme on a vu dans le spectacle, c'est des idées qui sont imposées par en haut. On ne les a pas décidées ensemble. Et deuxièmement, ce sont des idées qui sont quand même très étroitement liées à la surveillance. Si on a une montre connectée, bon, on peut assez facilement, ça peut déteindre assez rapidement dans la vie privée. Ça peut, encore une fois, être assez évident, mais la surveillance et le manque de choix, le manque de participation au choix, autrement dit, le manque d'écoute, sont les deux choses qui contribuent le plus à la perte du sens au travail. Donc, dès qu'on est étroitement surveillé, dès qu'on n'est pas écouté, le travail perd le sens. Souvent, il s'intensifie, donc il y a plus de stress aussi. Et quand il perd du sens, on est malheureux. Et là, le bien-être est impossible. Bon, pourquoi ? Je pense que c'est assez évident. C'est être surveillé tout le temps et ne pas avoir son mot à dire. Ça donne une sensation de perte d'autonomie, de respect, de confiance, parce que ces choses-là touchent à la dimension expressive du travail. Et ça va très loin. On le sait depuis un moment maintenant. Il y a une étude fondatrice, une série d'études plutôt, qui s'appelle The Whitehall Studies, qui a démarré dans les années 80. Et c'est des chercheurs britanniques qui ont regardé la santé des fonctionnaires de tout niveau. Et ils avaient une attente. Ils pensaient que les fonctionnaires de grade inférieur auraient des maladies liées à la pénibilité de leur travail, éventuellement à la pauvreté, parce qu'on parle des boueurs ou d'employés de mairie, et que les fonctionnaires de grade supérieur auraient des maladies liées au stress. Parce que la charge, la responsabilité, la prise de décision. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, et ce qu'ils trouvent encore, c'est que, en fait, les travailleurs en bas de l'échelle, ils ont plus de tout, mais surtout de maladies liées au stress. Donc, ne pas avoir son mot à dire, non seulement nuit à la santé, mais ça diminue l'espérance de vie de ces travailleurs. C'est quand même... Bon, c'est un peu sombre. Excusez-moi. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant de parler de ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut regarder pourquoi on en est là. Pourquoi on voit le travail comme ça ? Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Pourquoi les entreprises sont comme ça et l'emploi est comme ça ? Et une partie non négligeable de la réponse de cette question se trouve dans l'Antiquité, dans les contrats de location de travail des esclaves. Tiens, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, Bob, il a des esclaves, Larry, il fait un chantier. Donc, Larry, il a besoin des esclaves de Bob pour finir son chantier. Et Bob, il est d'accord pour louer ses esclaves à Larry, mais que leur travail. Il veut être absolument sûr qu'à la fin de la journée, il récupère ses esclaves. Ils sont à lui. Donc, c'est là la première fois dans l'histoire où on voit le travail conceptualisé en tant qu'objet. Bon, vous allez peut-être me dire, c'est un peu, ça cherche un peu loin, mais on a dans l'Antiquité l'esclavage. Mais deux choses. D'abord, Napoléon reprend ces modèles de contrats pour ces fameux codes, pour établir les premiers contrats de travail en France. Et nos contrats de travail actuels reprennent ces modèles-là. Donc on peut dire que nos contrats de travail actuels sont en quelque sorte hantés
par un fantôme de l'esclavage. Et plus encore, même le mot économie est hanté par l'esclavage, dans le sens où oikos nomos, donc la racine grecque du mot économie, ça veut dire la gestion du foyer. Et ce qui est important pour Bob dans cette histoire, c'est qu'il arrive à gérer son foyer auquel appartiennent ses esclaves. Donc on a cette idée que l'économie relève du privé, de mon choix individuel, à cause de Bob. Merci Bob. Et plus que ça, ça pollue notre idée de travail. C'est-à-dire que puisqu'on a objectifié le travail, on a créé une sorte de marchandise. Ça crée une sorte de dédoublement de la personne. Là, on est dans une société libre. Hello. Il n'y a plus d'esclavage, mais c'est moi la maîtresse de moi-même. Et donc, je vais me louer à un employeur. Plutôt, je vais louer la partie de moi qui travaille. Je vais fournir mon travail à l'employeur, mais tout en restant à part, en tant que maîtresse de moi-même, qui loue mon travail. C'est déjà un peu compliqué, mais on rajoute à cela une personne physique qui héberge ces deux moi-même. Et c'est là encore, je pense que c'est là... notre idée de bien-être au travail est un peu polluée par cette idée-là. C'est-à-dire que, si je loue quelqu'un, il faut bien que je fasse un peu de maintenance pour être sûr qu'il marche bien, qu'il travaille bien. Et moi-même, si je loue mon travail, je vais être en bon état physique et mental pour fournir le meilleur de moi-même qui travaille, tout en restant la maîtresse de moi-même. Je ne peux pas rester à la maison, je dois accompagner le moi-même qui travaille, c'est dommage. Et on rajoute à ça un autre moi-même, qui est la citoyenne, le citoyen, qui est censé être l'égal de la personne qui l'embauche. Et on va voter ensemble pour des lois qui gèrent nos relations au travail. Je trouve que c'est un peu le bordel, quand même. Vraiment. Mais ça a vraiment fortement contribué à notre notion de travail comme marchandise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une marchandise ? Une marchandise est aliénable. On peut l'acheter et la vendre librement. Elle est anonyme, c'est-à-dire que peu importe qui fournit le travail et qui loue le travail, c'est le travail qui compte. Et les personnes concernées, on s'en fiche. C'est pas important. Et le travail, l'objet travail, la marchandise travail, est interchangeable. C'est-à-dire, on ne peut pas différencier le travail de X du travail de Y. Bon, vous êtes en école de management. Et je pense que déjà, vous avez peut-être vu que ça va un peu à l'encontre de toutes nos idées sur la gestion de ressources humaines en 2025. En tout cas, je l'espère. Et d'ailleurs, même le terme ressources humaines est pollué par cette idée du travail marchandise. Et je pense que ça fait vraiment peur quand on voit comment on traite les ressources aujourd'hui de notre planète. Ça ne fait pas très envie d'être une ressource, ça craint d'être une ressource, je pense. Donc, je pense que je ne suis pas seule à dire que cette vision est fortement dépassée, et surtout dans l'économie du service. La France, 70% de la valeur de notre PIB est produit dans le tertiaire, donc dans l'économie des services. Et dans l'économie des services, on travaille en public, plus ou moins. On n'est pas dans un atelier ou une usine comme ici, à la manufacture du tabac. On est en interaction constante avec le public. On peut être livreur, on peut être avocate, peu importe. Il y a une tension constante entre le moi-même citoyenne et le moi-même qui loue son travail, parce que je suis en interaction avec des personnes qui, eux, ne sont pas en train de louer leur travail à quelqu'un d'autre.
Donc, ça crée des grosses tensions qui sont ressenties en tant que mal-être au travail par nos concitoyennes et concitoyens. Alors, pourquoi ça persiste? Parce que c'est extrêmement pratique pour les employeurs. Ça les conforte dans la logique et aussi les lois, mais surtout la logique qui gouverne l'entreprise. Alors, petit rappel, c'est quoi une entreprise? Vaste question, mais la définition la plus répandue en ce moment a été, je dirais, lancée ou relancée par deux chercheurs qui s'appelaient Jensen et Meckling. Vous avez peut-être lu leur article publié en 1976 qui déclare que l'entreprise est un outil. L'entreprise est l'outil des investisseurs en capital, les actionnaires. Et cet outil sert à maximiser leurs bénéfices. C'est tout. Il reprenait un autre livre de deux autres types qui s'appelaient Burrell and Means. Donc, il n'y avait rien d'original dans leur idée. Et je parle de ce livre parce qu'il a été publié en 1932 et à l'époque, tout le monde trouvait ça absolument ridicule, stupide. Au point où on a dit le débat est clos. L'idée que l'entreprise existe pour maximiser les profits, non. Mais un groupe de penseurs, notamment Friedrich Hayek et Milton Friedman, si ces noms vous disent quelque chose, ça leur a plu, cette idée de profit. Et ils ont formé un groupe qui s'appelle la Société de Montpellerin, de chercheurs, d'intellectuels, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Et ils ont travaillé pendant toute une génération à changer notre idée de l'entreprise pour qu'on adopte, pour que la société tout entière adopte cette idée, que l'entreprise est un outil qui sert à créer des profits pour les actionnaires. Et ça a tellement bien marché que cette vision erronée est, je pense, prise maintenant pour naturelle et inévitable. Je ne vais pas rentrer dans les détails des erreurs de leur pensée. Ce que je veux juste dire, c'est qu'ils ont confondu la société et l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La société anonyme, elle est constituée de statuts, de parts dans la société. Autrement dit, elle gère le capital, elle organise les relations entre investisseurs en capital. Mais ce n'est pas la même chose que l'entreprise. L'entreprise comprend plein de choses. Tous les êtres humains, le temps, les idées, les fournisseurs, enfin, vous pouvez lire. Mais à cause de nos lois actuelles, on a un groupe de lois qui gère les sociétés et les investisseurs en capital, et un autre groupe de lois qui gère les travailleurs, c'est-à-dire les investisseurs en travail. Ils investissent leur travail dans l'entreprise qui n'existe pas, qui ne fonctionne pas sans eux. Du coup, il y a un gros manque dans le monde du droit, si le droit vous intéresse, dans le droit de l'entreprise en tant qu'entité. Mais je dirais plus que ça, ce problème existe, ce problème de conceptualisation de l'entreprise, parce qu'on a vraiment manqué d'imagination dans le gouvernement de l'entreprise. Et du coup, on se retrouve actuellement dans une situation où une partie des personnes qui constituent l'entreprise, ils ont tout le pouvoir sur une autre partie de personnes qui constituent l'entreprise, les travailleurs, les investisseurs en travail. C'est vraiment dingue. On est citoyen dans le monde de tous les jours et hop, on franchit la porte de l'entreprise et c'est terminé. On n'a plus son mot à dire. Il y en a un qui appellerait ça une dictature. Il y a une philosophe américaine qui s'appelle Elizabeth Anderson qui a écrit un livre très intéressant à ce sujet. Donc on a composé avec ça, par cette petite fiction de moi qui travaille, moi qui loue mon travail, etc.,
Mais comme j'ai dit, je ne peux pas laisser moi qui loue mon travail à la maison, donc c'est quand même un gros problème. Qui est, pour revenir, lié au sens de mon travail. Je n'ai pas le choix, mes décisions sont prises d'avance par en haut. Et on peut presque dire on se retrouve là, en 2025, dans une impasse où la structure même de l'entreprise, son gouvernement, c'est ça qui nuit vraiment gravement à la santé et au bien-être de ses collaborateurs, collaboratrices. Donc, encore une fois, je vais poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. On a voulu des solutions, les chercheurs qui ont composé l'équipe Endicott. Et donc, c'est un projet qui a été lancé par ma co-autrice Isabelle Ferreras en 2015. Et on avait des ambitions assez grandes. Voilà, une petite liste. C'est un projet qui, évidemment, qui demande une approche scientifique rigoureuse et pluridisciplinaire. Voilà, les chercheurs qui ont participé à ce livre. Mais surtout, on a dit que ça demandait un travail créatif, parce que dans l'état actuel des choses, là, enfin, moi, je commence à me demander si le mot crise est assez grand pour contenir toute l'urgence et la gravité de la situation humaine. La légèreté, elle manque. Et ça entrave la créativité et l'espoir. Donc, notre premier travail était de créer un espace de jeu, d'abord pour nous, mais surtout pour la lectrice, le lecteur, pour que vous vous sentiez libre de réfléchir avec nous. Donc, le problème central, quand même, c'est ça. Il existe des grandes entreprises qui sont démocratiques, coopératives. Par exemple, Mondragon, en Espagne, a 100 000 collaborateurs, et c'est une coopérative John Lewis en Angleterre aussi. Mais ce sont des entreprises qui ont été créées en tant que coopératives. Donc, ils se sont posé la question dès le départ. Et là, évidemment, on parle d'entreprises qui ne se sont jamais posé la question. Alors, comment faire? J'ai travaillé 2 récits parce que je voulais que les lecteurs et les lectrices vivent en direct le processus démocratique de la création du livre. Je voulais montrer une démocratie qui ne se passait pas dans le monde politique ni dans le monde du travail. Et donc, je me suis occupée de mettre en scène le collectif scientifique. Parce que c'est une autre forme de démocratie dans l'idéal. L'idée, c'est que chacune et chacun confronte ses idées à celles des autres dans une sorte d'agora intellectuelle où on écoute et on évolue ensemble. Le deuxième défi, c'est que le capitalisme est une idéologie. Et c'est une idéologie universalisante, c'est-à-dire qu'il pense qu'elle s'applique à tout le monde partout, et avec un penchant eschatologique. Donc, je veux dire par ça que le capitalisme nous dit tout le temps que si on croit en lui, si on croit aux lois du marché, si on croit à la logique du rendement, la logique de la croissance, que ça va aller, que ça va être trop bien. Alors, je pense que c'est un peu osé de nous dire ça, et ça a toujours été un peu osé de dire ça. Alors, pour atteindre l'hégémonie dont le capitalisme a besoin pour survivre et pour prédominer, il a dû se mettre en scène, nous démontrer que ça marche. Et donc, le monde regorge d'histoires, de récits capitalistes, des films, des séries télé qui racontent des histoires de réussite. Et bien sûr, il y a aussi tout le rayon business box. Si vous en avez parcouru, vous savez que c'est une catégorie de livres qui passe son temps à raconter des histoires. Et ces histoires, je le dis vraiment sincèrement, sont géniales. C'est super de lire l'histoire d'un entrepreneur qui a une super idée, qui affronte plein de défis et qui réussit enfin. C'est trop beau.
je dirais que c'est le conte de fées de notre temps. On n'aime peut-être pas Starbucks ou Amazon, mais on adore les histoires de leurs fondateurs. Et je pense que dans ces récits, quand on les lit, on a une sorte de rêve, à la fois que, bon, si c'était moi, je ferais mieux, je ferais autrement. Et aussi, si on avait la possibilité d'atteindre ces gars en haut, parce que c'est quand même toujours des gars, si on avait la possibilité de leur parler, eh ben, ils comprendraient, ils feraient autrement, ils feraient différemment. Enfin, actuellement, je ne suis pas sûre. On a dessiné ça avant les élections, hein, mais... On revient à notre idée de récit. Ces récits servent, il ne faut jamais l'oublier, à masquer une partie de la réalité, ce que j'appelle la post-réussite. C'est là où l'entreprise, c'est plus l'entrepreneur, ou en tout cas plus l'entrepreneur directement, a pris du pouvoir et elle peut exploiter les gens en masse, faire des gros dégâts environnementaux, etc. Et quasiment systématiquement, quand quelqu'un veut remettre en question ce pouvoir, eh ben, le récit capitaliste va remettre l'individu sur le devant de la scène pour nous distraire, pour nous faire oublier la structure, l'institution derrière. Et donc, dans ce livre, je me suis dit que ce qu'il fallait faire, c'était de prendre ce récit et de m'en servir pour faire autre chose. Parce que c'est quand même un outil narratif très puissant et très sympa. Donc, Les Patrons raconte l'histoire de 4 amis qui achètent un food truck pour vendre de la soupe. Oh, pardon. Et qui achètent un food truck pour vendre de la soupe. Oh là là, excusez-moi, je suis pas très forte en présentation PowerPoint. Donc, ils achètent un food truck, ça marche, ça grandit. Ils ouvrent 7000 restaurants. 7000 restaurants, ils ont une grosse division de recherche et développement. Et ils ont 200 000 salariés dans le monde. Et avec des sous-traitants et des contractuels. C'est une fiction, mais la croissance du sous-groupe suit de très près celle de Starbucks, qui opère dans le même secteur, et ça, c'était très important pour moi, revendique d'être une entreprise mue par des valeurs. Parce qu'on verra tout le long de ce livre que ces 4 amis veulent faire du bien dans le monde. Ils sont vraiment bienveillants. Et ils démarrent même avec une déclaration de mission que vous voyez ici, qui place la liberté humaine au cœur de tout ce qu'ils font. Parce que, comme nous avons vu, le travail et la liberté sont profondément interconnectés avec le bien-être au travail. Ils veulent un business éthique qui fait du bien à la planète. Voilà, ça y est. Et ils vont beaucoup innover. Ils inventent un système de compostage rapide intégré dans la cuisine de chaque restaurant. Ils lancent un système de livraison de repas pour manger sain et local, sans déchets, sans émissions de gaz à effet de serre. Ils collaborent avec des céramistes locaux pour créer des contenants réutilisables. Et là, la crise éclate. C'est une crise multidimensionnelle, environnementale et énergétique liée à une série d'incendies de forêt. Encore une fois, on l'a écrit avant. En Californie, une crise sociale liée à une décision de sous-traiter leurs services de livraison, d'image, car ils sont sous pression des actionnaires de créer un partenariat qui les mènera à ouvrir des restaurants dans des aéroports, donc qui terminera leur politique de zéro déchet, et une crise de confiance au sein du conseil d'administration, parce qu'un des 4 amis veut quitter le groupe. Devant ce tas de problèmes, ils se rendent compte qu'ils se sont totalement égarés de leur mission initiale et que leur entreprise est devenue une entité qui entrave la liberté de tout le monde. Les salariés, les clients et les fondateurs eux-mêmes. Tout a été vicié
en quelque sorte par les fins imposées par la logique de l'actionnariat, de l'instrumentalisme dans le gouvernement d'entreprise. Et c'est ça, la fiction, c'est la beauté de la fiction, c'est que les fondateurs décident de démocratiser. Et ça nous a permis de montrer une solution, parce qu'on ne voulait absolument pas laisser le lecteur sans solution. Donc là, vous voyez que la solution, qui est une vraie solution, employable aujourd'hui, est présentée par une créature fictive. Alors pourquoi c'est une créature fictive ? C'est parce que il faut vraiment ne jamais oublier que l'entreprise est une fiction. Dans le sens qu'elle a été inventée par des êtres humains, mais très littéralement, l'entreprise est une fiction juridique, la personne morale est une fiction juridique, c'est comme ça qu'on les appelle. Le travailleur, le travail en tant que marchandise est une fiction juridique. Donc, si on veut proposer une alternative à cette fiction, il faut l'écrire. Il faut commencer là où l'entreprise actuelle commence, dans la fiction, dans nos imaginaires. Parce que pour changer le monde, il faut changer nos imaginaires. Et je veux conclure par une dernière remarque. Merci pour votre patience. C'est une vaste question et c'est un long livre. Pour revenir à notre sujet de départ, sur le bien-être et le travail. Je commence à avoir l'habitude de parler de démocratie en entreprise. Et aussi, je travaille sur un livre sur Antonio Gramsci. Si vous ne le connaissez pas, c'était un penseur italien qui a beaucoup regardé la question du travail et qui a dit « Tout travailleur est un intellectuel ». Et quand je parle de la démocratisation des entreprises et de cette phrase, tout le monde, quasiment beaucoup de gens, me répondent « Oui, mais Miranda, ça, c'est les bons travailleurs, c'est les bons ». Et je veux, ici et maintenant, affronter explicitement cette peur, parce que je pense que c'est une peur qui est exprimée dans cette phrase. Et c'est une peur qu'on doit vaincre si on veut vraiment affronter la question du bien-être au travail. Mais plus que ça, c'est une peur qu'on doit vaincre si on veut rester fidèle à la devise même de notre République. Et là, je parle de la peur de l'égalité. On a peur de l'égalité parce qu'on a peur de la bêtise et on a peur, excusez-moi de la vulgarité, on a peur des connards. Et on a raison, mais à cause de nos a priori sur la classe, sur l'éducation, la culture, la richesse, le succès, à cause de tous ces a priori, cette peur est intensifiée dès qu'on parle des gens en bas de l'échelle. Et en fait, on a tellement peur d'eux, de leurs opinions, de leurs intellects, qu'on est prêt à laisser une poignée de vrais connards à la direction de nos entreprises et même de nos pays, certains de nos pays. Pourvu qu'ils nous rassurent avec des signes extérieurs de succès. Et donc, je m'arrête ici en disant que la démocratie, le bien-être au travail et la démocratie impliquent la même chose. Ça implique d'accepter la vraie égalité des gens, d'accepter que tout le monde est capable de raisonner et que tout le monde, quand il a plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'expressivité, eh bien, tout le monde est plus heureux, moins malade, travaille mieux et plus intelligent. L'inverse est vrai aussi. La DARES a fait une étude époustouflante où on voit à quel point le fait d'être étroitement surveillé et dirigé de très près au travail, sans autonomie et sans représentation, ça fait voter pour des personnes et des candidats, des partis autoritaires. Donc, si vous voulez faire voter des gens pour des dictateurs, voilà la formule, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et d'ailleurs, c'est déjà fait aux États-Unis, qui est quand même un pays qui a poussé le travail surveillé et sans participation très, très, très loin. Le bien-être, le vrai bien-être, dépend de l'égalité.
et vice-versa. Quand vous êtes dans le monde de travail, parce que c'est là où vous vous dirigez, ne l'oubliez pas. Votre écoute de l'autre, surtout en tant que manager, surtout en tant que dirigeant, aura un impact non seulement sur le bien-être de vos collaboratrices et vos collaborateurs, sur vos équipes, sur vos entreprises, mais aussi sur le bien-être de nos démocraties. L'entreprise peut être un lieu d'autoritarisme et elle peut aussi être un lieu qui nourrit nos libertés. Et c'est à vous, c'est à nous, mais c'est à vous de choisir. Merci beaucoup. Donc la conférence se poursuit par une table ronde avec Manon Michal et Joachim Pinochet, donc qui vont poser quelques questions à Miranda, et puis ensuite on vous laissera aussi le temps pour poser des questions. Est-ce que ça fonctionne? Ah, oh, la chance. Hop. Ah, je veux bien un peu d'eau. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup. Oui. On se présente maintenant là? Okay. Ah non, mais c'est sur le mute, je pense. Sinon, en haut, là, il y a un petit truc à... Du coup, merci beaucoup. Moi, pour me présenter rapidement, enfin, certains et certaines me connaissent déjà dans la salle. Je m'appelle Joachim Pinochet-Lobos. Je suis doctorant en 4e année au laboratoire de recherche Magellan en ressources humaines et je travaille sur la qualité de vie au travail en université publique. Voilà, en gros, pour une petite description de qui je suis. Et je vais laisser Manon se... Oui, donc Manon Michal, je pense que certains me connaissent aussi, je reconnais quelques étudiants que j'ai en cours. Du coup, je suis doctorante aussi à Magellan comme Joachim. Je travaille sur la construction de la valeur des actions déviantes. Donc comment les actions qui ne suivent pas les règles en entreprise peuvent aussi être considérées comme positives par cette entreprise elle-même. Donc c'est assez intéressant et par rapport à ça, c'est assez rafraîchissant de voir une présentation où on demande plus de démocratie parce qu'un des résultats de mes travaux, c'est de dire que ce qui participe à l'augmentation de la déviance, c'est la quantification beaucoup de l'entreprise et donc finalement la dépersonnalisation, en tout cas une apparence de dépersonnalisation de la prise de décision. Donc c'est assez rafraîchissant de voir qu'il y a des travaux qui proposent de remettre de l'humain là-dedans. Donc merci beaucoup pour votre ouvrage. Alors, juste, j'avais beaucoup de questions sur le modèle démocratique que vous proposez. Mais juste avant, peut-être, sur votre intervention, vous avez parlé de manque de participation au début, donc de manque de participation des employés, de tous les employés. Et je pense que c'est le côté participation, c'est peut-être quelque chose qui parle un peu moins à nos étudiants. Ils ont plus la question de autonomie, je pense, autonomie au travail, ça leur parle plus. Et j'aurais aimé savoir peut-être quelle distinction vous faites entre les deux, entre ce côté manque de participation et autonomie au travail. C'est une excellente question. Effectivement, on est dans une époque où on parle tout le temps d'autonomie. D'ailleurs, j'écoutais une émission là-dessus sur France Culture hier soir, et de la définition de l'autonomie. Et une personne interrogée a proposé la définition suivante. L'autonomie est la capacité de chacune et de chacun à définir ce qui lui est demandé, à conceptualiser ce qui lui est demandé, ce qu'il faut faire. Donc c'est quand même un travail
intellectuel assez important. Et donc, le lien, je dirais, avec la participation, c'est déjà comment est-ce que j'arrive à conceptualiser ce qui m'est demandé. Si je fais toute seule, en général, je ne vais pas très bien y arriver. En général, on travaille en entreprise, en équipe. Donc ça c'est, je dirais, le premier niveau de participation qui manque de plus en plus. C'est un problème assez courant dans les entreprises, le silotage, le manque de communication, etc. Et donc après, on peut monter et parler de participation, soit dans les comités d'entreprise, dans les syndicats, de participation possible actuelle. Et aussi, en même temps, je pense que qui dit conceptualiser son travail, dit réfléchir sur son travail. Donc, réfléchir à ce qui est possible et pas, à quels moyens et à quelles fins servent le travail. Donc, je pense que finalement, la vraie autonomie peut être moteur d'une participation beaucoup plus riche dans le monde du travail. Est-ce que ça répond à... Tout à fait. À la question. Tout à fait, merci beaucoup. Ensuite, j'avais du coup beaucoup de questions sur le modèle que vous proposez. Alors peut-être que je peux me permettre de faire un rappel et si je dis des choses inexactes, vous me corrigerez. J'ai même des diapos aussi. Voilà. Mais l'idée, c'est que vous présentez un système de chambre bicamérale où les actionnaires qui ont habituellement le pouvoir de décision dans l'entreprise continuent d'avoir une partie du pouvoir, mais il y a aussi des représentants élus du personnel qui ont une deuxième chambre un peu de contre-pouvoir et de décision. Donc par rapport à ce modèle, une des premières questions que je peux avoir, c'est quel est le rôle peut-être des consommateurs et des clients de l'entreprise? Parce que de manière un peu cynique, j'aurais tendance à dire que les actionnaires, ils prennent des décisions pour que les produits se vendent. On a vu avec votre courbe exponentielle des ventes. Du coup, quel est le rôle des clients de ces entreprises? C'est une super question, vraiment une super question. Et je dirais même de clients et d'utilisateurs. Si on pense à TikTok ou à n'importe quel réseau social, on voit tout de suite que l'utilisateur a un impact gigantesque dans la vie de l'entreprise. L'entreprise n'existe pas sans les utilisateurs qui contribuent eux aussi leur travail quand même à l'entreprise. Mais quand même, je pense que la base de ce modèle est vraiment de dire que il faut identifier les parties constituantes de l'entreprise. Donc, selon l'entreprise, effectivement, on peut envisager d'avoir une partie de cette chambre qui est élue par des consommateurs ou des utilisateurs, où on peut aussi avoir une fonction consultative. Parce que quand même, dans le monde de l'entreprise, ça reste une exception. Les travailleurs, tous les travailleurs, je parle des sous-traitants aussi dans ce modèle, c'est quand même le cœur de l'entreprise. Donc, bien sûr, une chose qui serait très importante à mettre en place avec ça serait une fonction consultative. On peut aussi penser à des fonctions consultatives, des organismes consultatifs pour les lieux où sont implantées les entreprises. Si une entreprise est localisée quelque part, les riverains certainement auront des opinions et des besoins qui devraient être exprimés aussi. Ça peut être les ONG. Il y a plein de possibilités, soit de voix partagées, soit de consultation. Mais la base, quand même, je pense que vraiment dans la majorité des entreprises, la base reste les salariés et les sous-traitants. Merci beaucoup. Et alors encore en partie prenante, mais ici en plus on a discuté un petit peu avant la conférence et vous me disiez que vous étiez contente d'aller dans une école de management parce que le rôle du manager est important. Et du coup, une question aussi très vaste, mais quel est le nouveau rôle du manager? Comment change le rôle du manager avec ce nouveau modèle que vous proposez? Quelle serait sa place dans ce nouveau modèle? Alors, je pense que ça dépend en partie du niveau du manager et du pays. Donc, par exemple, aux États-Unis, tout le monde est manager parce que dans la majorité des États, les managers n'ont pas le droit d'être syndiqués.
Donc, dans un pays comme les États-Unis, je pense que la première question est de dire, en fait, ça concerne tout le monde. Mais même en France, je pense que le manager peut vraiment conceptualiser son travail à deux niveaux. Je suis salarié, donc je fais partie des décideurs. Et je suis aussi là pour mobiliser la participation. Évidemment, le rôle du manager est un rôle qui comprend déjà beaucoup de fonctions dans la formation, l'éducation, la motivation. Donc, je pense que ça continue d'être le cas dans les entreprises. Et puis, en fait, les actionnaires, les deux chambres vont élire ensemble les cadres dirigeants. Donc, il y a aussi une notion de niveau exécutif où on passe, le rôle de manager devient un rôle qui est nommé par les deux chambres. Donc, il faudrait certainement, dans les organigrammes, définir le moment où on bascule d'un manager qui fait partie de la chambre des représentants des travailleurs et qui bascule vers un poste nommé et voté. Merci beaucoup. Joachim, je te laisse peut-être continuer parce que je sais qu'après on a des questions qui se recoupent. Oui. Est-ce que ça marche bien? Oui. Du coup, moi, je travaille sur le concept de qualité de vie au travail. Donc, vaste concept qui prend en compte la croissance, la syndicalisation, les conditions de travail, etc. Mais justement, cette partie démocratique est absente du concept. Et moi, ça m'avait déjà un peu titillé à l'époque. Alors, quand on lit un peu la littérature scientifique sur les ressources humaines, on a depuis un certain nombre d'années le terme dialogue social qui est venu, mais bon, qui n'était pas suffisant parce que c'était un dialogue où juste les patrons écoutaient et ne faisaient rien. Ensuite, on a appelé ça la négociation collective pour essayer de dire qu'on négocie un peu, mais ça a l'air toujours un peu bancal. Maintenant, on arrive aux démarches participatives, donc qui rentrent un peu dans le concept, mais le concept n'a quand même pas été pensé comme ça. Et même dans la littérature sur le bien-être, on a quand même peu d'écrits qui parlent de démocratie et bien-être. Alors, démarche participative, plus ou moins des petits groupes, mais c'est pas du tout démocratique. Et pourquoi est-ce que tu penses que ce soit comme ça? Et pourquoi c'est si dur pour les gens qui font les scientifiques du management d'imaginer ça? Oh, c'est une vaste question. Pour répondre à la première partie de la question, toutes les structures existantes ont une chose en commun, c'est le droit de veto. Les comités d'entreprise ou les structures, je ne sais pas si vous connaissez la Mitbestimmung en Allemagne, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que c'est une chambre représentative où l'actionnariat a le dernier vote. Donc, c'est une sorte, on appelle ça la fausse parité. Donc, je dirais que la première partie de la question, c'est à chaque fois qu'on veut instaurer, et on peut aussi parler, par exemple, d'entreprises libérées. Je pense que ça rentre aussi dans cette question-là. À chaque fois qu'on parle de ces choses-là, on évacue vraiment le droit de veto. Et donc, je vais revenir à la question. Tout à fait, il manque vraiment de littérature dans ce domaine. Et je pense que peut-être ça a un lien avec notre conception de liberté. Il y a un chapitre dans Les Patrons qui aborde la question de la définition de la liberté humaine. Et on voit qu'il y a j'ai pas envie de dire un cran, mais il y a une conception de la liberté humaine où on va vraiment parler de la liberté que j'ai à l'intérieur de moi-même, de réagir, de penser, et que du coup, cette liberté assez individuelle va plutôt être liée à la société par avoir mon mot à dire, la participation par les petites questions, je dirais. Comme dans le spectacle, on va poser le cadre du choix.
Donc, vous pouvez prendre une décision, mais déjà, des gens plus intelligents, mieux formés, plus cultivés que vous, c'est eux qui ont décidé du cadre de notre décision. Donc, on a des options, tout au mieux. Et je pense que si on n'aborde pas très bien la question du bien-être et de démocratie au sein de l'entreprise, c'est en partie parce qu'on a négligé l'idée que la liberté humaine devrait, dans l'idéal, comprendre la possibilité de choisir les finalités. À quoi ça sert tout ça? Et ça revient, je pense, cette question de finalité au droit de veto. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va peut-être pouvoir choisir la couleur de la peinture. On peut aller encore plus loin. On peut décider de travailler à la maison ou au bureau. On peut changer nos horaires. Il y a pas mal de libertés qui ont été introduites et puis désintroduites dans le monde de l'entreprise. Mais on n'a pas du tout abordé la question des finalités de l'entreprise et la participation aux finalités de l'entreprise. Ok, super. Ça me parle beaucoup, moi, du coup, vu que c'est mon sujet de thèse. Donc j'aimerais bien aussi peut-être mettre ça avec. J'ai une grosse question par rapport à la démocratie. Est-ce que je... Ouais. Donc ça va être un gros morceau. Hein. La question fait plusieurs lignes. Donc si tu veux boire un peu d'eau d'abord. Alors... C'est sur le fait que moi, je me pose la question, parce que la démocratie, c'est quelque chose qui me fait me poser des questions. Et je me demande, donc dans ton livre, tu dis que du coup, ce serait bien que tous les concernés prennent part à la décision. Et moi, justement, ça me pose une question sur est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'éducation préalable des concernés pour pouvoir prendre les décisions de la manière la plus libre et raisonnée possible. Quand je parle de libre, par exemple, il y a un philosophe français qui s'appelle Castoriadis qui parle de la démocratie et justement son concept, c'est la déconstruction et la reconstruction permanente des imaginaires sociaux. Et du coup, ça demanderait quand même déjà une énormissime déconstruction de ces imaginaires par les salariés. Et du coup, comment faire? Est-ce qu'on leur donne le pouvoir même si ils et elles n'ont pas encore déconstruit ça? Et si ils et elles doivent le faire, s'informer et comprendre, ça demande beaucoup de temps. Est-ce qu'on le fait pendant le temps de travail? Est-ce qu'on le fait en dehors? Et ça peut potentiellement renforcer les inégalités. Parce que quand on part avec un capital social et culturel plus élevé, ce sera plus simple d'avoir un pied dedans et de mieux comprendre. Sans oublier que les femmes ont en général 45 minutes de moins de temps de loisir, de temps libre dans leur journée que les hommes. Donc oui, si on demande de réfléchir dans notre temps libre, ça peut prendre... Ça prend du temps. Donc voilà, grosse question, mais moi, ça m'a beaucoup... Super question. Excellente question. Il y a un chapitre qui parle de ça. Par où je vais la prendre, la question? Je pense que je vais parler de deux choses. La première chose est très concrète, c'est-à-dire que, évidemment, il est absolument nécessaire d'abord que ça soit sur le temps de travail et que la formation fasse partie du processus. C'est-à-dire que si on est élu... Alors, déjà, j'aimerais bien, j'adore questionner la démocratie, et déjà, j'aimerais bien revenir sur l'idée même de l'élection. Est-ce que l'élection est vraiment représentative? Une des personnes qui a participé à ce travail s'appelle Hélène Landemort, et elle a travaillé énormément sur la démocratie par sortition, par loterie, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille dans l'entreprise, on a une certaine ancienneté. Si on est sous-traitant, disons, au moins un tiers de notre temps de travail est consacré à l'entreprise, et on peut être choisi au hasard pour représenter l'entreprise. Donc déjà, l'idée de la formation est plus acceptable, parce que je pense qu'il y a un problème d'acceptabilité aussi dans la formation. C'est-à-dire, ouais, lui, il va choisir d'être élu parce que comme ça, il va pas bosser, il va faire des formations. Alors que si on me choisit en tant que représentante, et je vais déjà peut-être dire, oh là là, mais comment je fais? Donc je vais avoir peut-être envie de me former, et ça va paraître plus juste.
Donc oui, l'éducation, la formation fait partie intégrante de la démocratie, absolument, et de la démocratie au travail. Une autre dimension de la question concerne la... Comment il dit, Castoriadis, la déconstruction de l'imaginaire et la Je dis reconstruction, pas exactement c'est ça, ça? mais bon, il parle d'imaginaire social Voilà. et de toujours l'institutionnalisant et l'institutionnaliser, de oui, toujours remettre en oui. question et de comprendre qu'est-ce qui est institution et qu'est-ce qui fait institution et pourquoi on est d'accord ou pas avec et Oui, de toujours oui. le remettre en jeu, quoi. Oui. Alors, je pense qu'il y a cette idée de l'éducation à la démocratie d'un côté, et de l'autre, un cas que j'ai étudié, que je trouve très intéressant, ça s'appelle The Highlander. C'est une petite école, institution dans le sud-est des États-Unis, dans les Appalaches, qui a été fondée par un homme qui était envoyé c'est dans le Tennessee. Il était missionnaire, en fait. Et il est arrivé dans le Tennessee. Et en fait, il s'est dit, mais j'ai 20 ans, qu'est-ce que je fous là à leur dire comment croire ou pas croire, ça n'a pas de sens. Par contre, je vois qu'ils ont tous des problèmes et ils ont besoin d'une salle pour parler de leurs problèmes. Et donc, il a organisé des réunions régulières. Et là, on parle des travailleurs ultra pauvres et pas du tout éduqués du sud-est des États-Unis. C'est la grande, grande, grande pauvreté et la grande ignorance. Et ce qui l'a frappé, c'est que là, encore une fois, je parle d'égalité. Chacune et chacun a déjà la capacité de voir les problèmes, les problèmes pressants, et aussi de voir les outils dont il ou elle a besoin pour s'attaquer à ces problèmes. Donc, je pense qu'il est très important de conceptualiser, de théoriser, et je pense aussi qu'il est extrêmement important, surtout dans le cadre du travail, de se souvenir que les gens qui touchent le travail, que ce soit les outils ou les patients qui sont en interaction avec les clients, ils ont déjà une capacité je dirais, de formuler le problème et de le poser au leader. Ok. Donc là, ça peut être des représentants élus ou sélectionnés, mais déjà aussi, juste à leur manager, ils ont cette capacité-là. Et c'est le boulot du manager, du leader, d'entendre la question, le problème, pardon, et de travailler à la formulation d'une réponse qui va ensuite reposer un autre jeu de conceptualisation du problème. Donc là, je pense que la démocratie au travail implique en premier lieu une sorte de dynamique les travailleurs posent un problème, les managers les écoutent, et on continue ce processus. On trouve une solution ensemble ou pas. C'est circulaire. Voilà, c'est circulaire. Donc ça rejoint un peu la déconstruction et la reconstruction finalement. Ok, super, merci beaucoup. C'était un gros morceau. On pourra continuer tout à l'heure. Peut-être que Manon, tu veux enchaîner? Ah oui, ou sinon, si on... Je vais proposer, alors peut-être que Manon pourra poser, mais peut-être que vous avez des questions dans la salle. Oui. Ah, la lumière, elle est forte. Bonjour. Alors, merci Madame pour votre intervention. J'ai une petite question à vous poser première question à vous poser sur la fiction, notamment quand vous parlez de fiction, de monde en fiction à la fin. Je l'ai écrit parce que c'était longtemps. Du coup, vous avez évoqué le fait que l'entreprise était une fiction juridique, tout comme du coup un contrat de travail. Dans quelle mesure, du coup, parce que vous êtes là pour nous parler du bien-être au travail, vous estimez que c'est possible d'arriver à une situation de bien-être au travail, sachant que le système, selon vos considérations, est basé sur une illusion légale et que du coup, il est au service du capital. Voilà à peu près la question. Alors, je pense qu'il y a une nuance très importante. Une fiction n'est pas une illusion. Déjà, si vous avez cru
ne serait-ce que quelques minutes au Père Noël, vous voyez ce que je veux dire. La fiction peut être quelque chose de extrêmement réel et même d'intégral à nos êtres, à nos vies. Donc je ne dis pas du tout que c'est une illusion. Après, la question du bien-être au travail. Vous voulez que je reclarifie? Non, je réfléchis. Parce que, comme vous le savez, moi, je suis artiste, donc je ne travaille pas dans une entreprise. J'ai passé beaucoup de temps dans des entreprises. J'ai beaucoup traduit pour les entreprises, donc c'est un monde que je connais bien. Donc peut-être, là, pour le coup, peut-être que je suis mal placée pour répondre à la question. En même temps, non, je pense que justement, quand je parle de la dimension expressive du travail, je pense que non seulement le bien-être est possible au travail, mais que c'est une aspiration majeure des êtres humains. Le travail nous donne du sens, le travail nous relie aux autres, le travail nous occupe, tout simplement. Donc, je pense que non seulement le bien-être au travail ou la recherche au moins du bien-être au travail est possible, mais je pense que sans au moins l'espoir de ce bien-être, on ne va pas au travail. On reste à la maison, tout simplement. Ok. Mais du coup, vous pensez que le bien-être au travail, dans l'état actuel de la société, est trop compliqué à atteindre ou alors il n'est pas suffisamment atteint? Clairement, il n'est pas suffisamment atteint. Ok. Si 46% des Français ne sont pas satisfaits de leur travail, Oui, ça veut dire que la majorité le sont déjà. c'est déjà ça. Donc, je pense que une réponse à cette question, c'est de dire non, là, actuellement, dans l'état des choses, c'est pas si loin comme objectif. Là, évidemment, je propose de réinventer les choses. Je pense qu'il faut songer à réinventer les choses et que c'est même un peu urgent. Mais je veux aussi, et surtout peut-être, ouvrir la porte à la possibilité de la création d'autres formes de travail et d'autres formes d'entreprise. Parce que si j'ai choisi de démarrer avec un groupe de 4 personnes, parce qu'ils adoraient leur travail, ils ont fait ça pour la passion. Et puis quand ils embauchaient au début, c'était chouette. Ils embauchaient des gens qui faisaient presque partie de leur famille. Donc je pense aussi qu'il y a une question d'échelle. Que peut-être il faut regarder une sorte de bonheur au travail à petite échelle et puis tout un autre bonheur au travail dans les grandes structures dont je parle, où les taux de satisfaction sont quand même Ok. Mais du coup, quand vous avez basé votre modèle de vision du travail, c'est basé sur votre expérience au sein d'une entreprise? Ou alors non, du coup? Alors, le modèle de croissance, c'est ça que vous voulez dire, le modèle de croissance de l'entreprise? En fait, je me dis que si vous avez... Du coup, vous ne pensez pas être à la bonne place pour répondre à cette question, mais du coup, comment est-ce que vous pensez avoir un modèle qui correspondrait à ce modèle-là dans lequel vous n'êtes pas? Ouf. Non, mais c'est sans enfin, j'ai l'impression que vous posez deux questions, c'est-à-dire à la fois, oui. on parle de l'entreprise actuelle, c'est ça? De là, les choses maintenant? Oui. Oui. Enfin, votre modèle, il est fait pour une entreprise qui pourrait être une entreprise actuelle. Oui. Donc? C'est ça? Ah! C'est ça? Comment on est arrivé à ce modèle-là? Ou comment on pourrait le mettre en place, ce modèle-là? Ouais, c'est globalement ça, ouais. Enfin, comment est-ce que vous pensez le mettre en place, du coup? Ouais. Alors, on a ce modèle... Ou c'est une autre question? Non, mais après, il y aura trop de questions, donc d'abord, on fait celle-ci, comme ça. Allez-y. Et, bon, je vais répondre peut-être très rapidement aux origines et peut-être on va aussi passer le micro à d'autres personnes.
Donc, l'origine du modèle, en fait, c'est un modèle qui est très ancien. Ça s'appelle le bicamérisme. Oui. Et donc, ça vient de l'Antiquité, déjà, les plebs, et après de l'Angleterre, the House of Lords and the House of Commons. Donc, ce sont des modèles qui ont été créés à des moments où les dirigeants se sont rendus compte que s'ils ne partageaient pas le pouvoir, ils allaient tout perdre. Donc, c'est vraiment un modèle qui est basé sur l'instauration de la parité. Qui a déjà... donc le modèle bicaméral existe déjà dans les entreprises, existe sans le droit de veto ultime en Allemagne. Je parle des entreprises classiques, je ne parle pas des entreprises coopératives. Existe dans des gouvernements, il y a beaucoup de gouvernements bicaméraux ou avec d'autres systèmes d'équilibre de pouvoir. Donc c'est un modèle qui est vraiment qui a ses racines dans l'histoire. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Alors moi, j'avais plutôt une question par rapport à la recherche de sens et aussi, dans un certain aspect, par rapport au, par rapport au bien-être au travail. Ma question, c'était plutôt, selon vous, serait-il opportun de trouver un travail et ensuite lui donner du sens, ou bien l'inverse, plutôt essayer de trouver un sens et ensuite ce sens nous amènera à trouver un travail? Oh, wow, c'est une très belle question, merci. Merci. Je pense que je vais dire oui. Tout le monde n'a pas le luxe de se poser cette question déjà. On est dans un marché de travail qui est un peu nul. Merci. Oui. Donc, je dirais, si vous avez la possibilité de trouver le sens d'abord, je pense que le combat est déjà fait. Je pense qu'on est dans un moment, enfin, on est toujours peut-être dans ce moment de la société où on cherche le sens. Le monde, les choses sont très graves. Les possibilités, les opportunités sont parfois pas terribles. Donc, je dirais, si vous êtes stressé par la quête du sens, la deuxième moitié de votre question donne la réponse. Et on le voit dans l'étude d'Isabelle sur les caissières au supermarché. Et là, j'ai tout fait. C'est peut-être l'avantage et l'inconvénient d'être artiste, c'est que j'ai tout fait comme boulot. J'ai été femme de chambre dans un hôtel, serveuse, tireuse de cartes. J'ai été employée dans pas mal de structures différentes. Donc, je pense qu'il y a toujours un sens à trouver dans un travail. Et je dirais même, et là je cite une juriste américaine qui dit que vraiment la meilleure façon de changer le monde du travail est de l'intérieur, de là où vous êtes. Et du coup, je me permets une deuxième petite question. Et donc, dans ce que vous dites, c'est un peu des oppositions de modèles où aujourd'hui, nous, on peut se positionner dans une position où on a le choix peut-être de choisir notre travail par rapport à un sens qu'on n'avait pas forcément avant. Pareil, enfin, je m'exprime peut-être pas bien, mais disons qu'avant, moi je prends l'exemple de mes parents. Avant, c'était plutôt, et même de mes grands-parents, on trouve un travail, on lui donne du sens. Maintenant, nous, notre génération, c'est plutôt l'inverse. Oui, je vous dis bravo. Franchement, vous êtes vraiment, hein, vous êtes en train de détricoter quelque chose qui est assez néfaste. Alors attention, je pense qu'il ne faut pas, en faisant ce détricotage, perdre les avantages liés au type de travail de nos parents et de nos grands-parents, la stabilité qu'ils demandaient, les bénéfices qu'ils avaient. Surtout les droits qu'ils avaient. Ça, il faut absolument pas oublier que c'est des gains ultra importants dans le monde du travail. Par contre, se poser la question du sens dès le départ, dès le début de vos carrières, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup.
Et je rajouterais peut-être aussi qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de penser qu'il il existe un travail sans sens. Au contraire, je pense vraiment que Gramsci avait raison, tout travailleur est un intellectuel. Le fait de travailler est forcément une expression de soi-même. Donc vraiment, tout travail a un sens et a une valeur. Sauf les travaux qui détruisent l'environnement ou qui nuisent à la santé humaine. Je me permets de faire Je rebondis. de rebondir très vite, mais justement, enfin, bon, j'ai lu il y a un peu de temps quand même Bullshit Jobs de David Graeber Super livre, je recommande vivement. et dans lequel justement il dit qu'il y a plein de boulots qui n'ont en fait aucun sens. Oui. Et que du coup leur donner du sens, ce serait aller contre une révolution oui, du tu as système. raison. Oui. Et que du Non, coup, tu as raison. oui, tout travailleur est un intellectuel, donc il n'est pas dans un bullshit job peut-être. Oui, je pense que c'est peut-être le serpent qui se mord la queue. Les Bullshit Jobs, c'est lisez-le, c'est un livre. Enfin, tous les livres de Graeber sont brillantissimes et fascinants. Je pense que Graeber a dit d'ailleurs que l'existence des Bullshit Jobs est une sorte de reproduction du monde médiéval. Donc, vous avez parlé des différences entre votre génération et celle de vos parents. Mais Graeber, il dit attention, là, on est dans une phase où les oligarques, justement, ils ont tellement de pouvoir qu'on a recréé une société qui, comme la société médiévale, avait des postes un peu imaginaires pour renforcer le pouvoir de celui en haut. Donc à l'époque, c'était plutôt le cireur de la selle du roi. Et maintenant, c'est celui qui répond au téléphone juste pour faire style. Mais oui, c'est vrai. En même temps, je pense que toute entrée dans le monde de l'entreprise est aussi une entrée dans un monde qui a du pouvoir de changement. Enfin, je reste peut-être excessivement optimiste, mais je pense qu'on peut aussi mettre un sens. Oui. Il faut être optimiste. Il faut. Oui. Ok, j'ai le micro. D'abord, merci beaucoup pour la démarche, en fait, parce que je trouve que la dimension artistique est absolument nécessaire pour beaucoup de choses, et c'est ça. Donc, je pense que c'est efficace aussi. Et en plus, c'est riche, alors ça pose des milliards de questions, donc je vais juste en poser une, mais qui est finalement, est-ce que la démocratie, c'est toujours mieux ? Parce que vous parliez à l'instant sauf les activités qui ne sont pas vertueuses pour l'environnement, ok. Est-ce que les salariés vont nécessairement aller dans le sens de leur bien-être ? Et est-ce que ça va aussi aller dans le sens d'un mieux global ? Excellente question, merci. Et ça répond, je pense, si notre confiance en la démocratie diminue, c'est particulièrement lié à ces questions-là. Je dirais que j'ai une première réponse très simple, c'est que clairement, dans les entreprises actuelles, ces questions ne sont vraiment pas prises en compte. Donc, est-ce que ça peut être pire ? Est-ce que ça peut être pire ? Je suis née aux États-Unis. Peut-être, là, pour le coup, j'ai une vision pessimiste du monde de l'entreprise, mais est-ce que ça peut être pire ? Je ne sais pas. Après, sur la question de est-ce que la démocratie est la bonne solution, il y a tout un chapitre dans le livre qui explore cette question, qui est une question primordiale. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas ? Pourquoi la démocratie ? Très rapidement, je dirais qu'il y a une dimension vraiment totalement pratique, c'est-à-dire qu'on voit avec la vraie démocratie, je ne parle pas de nos démocraties qui sont vraiment viciées par l'argent. Que ça soit en France de manière plus cachée ou aux États-Unis de manière totalement ouverte. Donc, au niveau très pratique, la vraie démocratie est plus intelligente
Voilà. Je peux vous citer des statistiques et vous donner des titres si c'est une question que vous voulez explorer plus. Donc ça, c'est le côté concret. Dans le côté moral, le côté valeur, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que en fait, c'est pas possible de dire que quelqu'un que j'ai pas choisi, qui va pas me donner mon mot à dire, c'est pas possible de vivre dans un monde comme ça. Bon, au sein de l'entreprise, ça peut se passer très bien. Ça peut vraiment marcher, et surtout dans les petites entreprises. Je pense qu'une énorme raison pour laquelle les grandes entreprises ne sont pas démocratiques, c'est que il y a un moment critique, et ça j'ai vu maintes fois, il y a un moment critique où on passe d'un nombre de collaborateurs, où on dépasse le moment où on connaît le nom, non seulement des collaborateurs, le prénom, mais aussi le prénom de son conjoint ou sa conjointe. Et c'est aux alentours de 150 salariés. Et dès qu'on arrive à ce seuil, tout s'intensifie. Et donc, on ne s'est pas posé la question avant parce qu'on était occupé ailleurs et ça marchait hyper bien. Et on ne se pose pas la question là parce que c'est là où il y a plein d'autres pressions qui s'appliquent. Et après, c'est trop tard. Donc là on essaie de chercher une solution qui peut être appliquée après, parce que effectivement, c'est pas. Oui, clairement, dans les petites entreprises, souvent, c'est pas du tout un problème. On a une participation soft et non officielle qui marche très très bien. Merci. Une question rapide. Que pensez-vous de l'actionnariat salarial? Et est-ce que ça peut être un moyen d'avoir plus de sens à défaut de ce modèle à deux chambres? Excellente question, vous posez des super questions. Je dirais que le problème de l'actionnariat salarial, déjà, c'est que, encore une fois, ça ne donne pas son mot à dire, ça ne participe pas à l'éducation non plus des salariés. C'est quelque chose de totalement passif d'abord, et c'est quelque chose qui est assez facilement mis de côté. C'est très difficile d'avoir un plan d'actionnariat des salariés qui implique une réelle participation dans l'entreprise. Donc, justement, on a essayé de venir, de contourner cette question de propriété ou pas, aussi parce que financièrement, c'est hyper difficile, si vous êtes une grande entreprise, mais même une petite ou moyenne entreprise, le financement de la vente des actions aux salariés est très difficile de mettre en place. Donc, on voulait une solution qui puisse être appliquée après coup. Mais par contre, ça peut être un outil. Dans un deuxième temps, évidemment, là, on a un système où on a des actionnaires d'un côté et les salariés d'un autre côté, mais on peut tout à fait imaginer une situation où, peu à peu, on vend les actions, les parts dans la société à la Chambre des représentants des salariés, et ça redevient une entreprise unicamérale, mais qui est détenue et gérée par les salariés. Donc, d'ailleurs, dans le livre, ça fait partie de ce qui se passe. Je dirais, c'est le plan de succession du subgroupe. Parce que c'est une autre question que je n'ai pas abordée, mais la succession est un gros problème dans les petites et moyennes entreprises. Comment transmettre les valeurs, comment transmettre la culture de l'entreprise. Donc c'est un véhicule qui peut être extrêmement utile à la fois dans la démocratisation, mais surtout dans la suite de l'histoire de l'entreprise. Est-ce que ça répond plus ou moins là? Alors, il est temps de clore, malgré la richesse des questions, mais nous arrivons à l'heure fatidique des 20 heures. Donc, je vous remercie, Miranda, pour cette conférence stimulante et merci d'être venu. Merci à Joachim et Manon pour leurs questions qui ont accompagné.
Mais je voulais aussi remercier donc les comités d'organisation de cette conférence, donc Valérie Revest, Joachim et Édouard Couetou, et le service communication, donc Catherine Parmentier, qui a participé à l'organisation de cette conférence. Donc, et merci pour votre écoute et vos questions.